Je vais mettre mes lunettes pour la suite. Bienvenue à la causerie, le moment Montfort dans la francophonie canadienne. Quelle belle façon de célébrer le mois de la francophonie. Vous ne trouvez pas? Je m'appelle Lara Mainville et je suis la directrice des presses de l'Université d'Ottawa. I'm the director of the University of Ottawa Press, and I'm delighted to welcome you here this evening in the beautiful Montfort Hospital Auditorium on our live Facebook feed. Please note that the rest of the event will unfold en français. Nous avons un très beau programme pour vous ce soir. Dans quelques instants, nous entendrons les professeurs François Charbonneau, ici, le professeur Michel Bock, qui est ici, la professeure Louise Bouchard, voilà, la professeure Anne Gilbert, qui est ici, voilà, et la professeure Marie-Claude Tifo, qui est ici, ainsi que le professeur Serge Miville, qui est ici en ville aussi. Donc, voilà, qui ont tous contribué au livre Le moment Montfort dans la francophonie canadienne. Nous aurons également le grand plaisir d'entendre M. Dominique Giroux, président directeur général de l'hôpital Montfort, qui est ici avec nous ce soir, ainsi que Mme Estelle Etier, chef de la direction de l'Institut du savoir Montfort et vice-présidente de la recherche et de l'éducation à l'hôpital Montfort. Mais auparavant, je souhaite rendre hommage au peuple algonquin, gardien traditionnel de cette terre. Nous reconnaissons le lien sacré de longue date, l'unissant à ce territoire qui demeure non cédé. Nous rendons également hommage à toutes les personnes autochtones qui habitent Ottawa, qu'elles soient de la région ou d'ailleurs au Canada. Je souhaite enfin remercier le Centre de recherche sur les francophonies canadiennes, le CRCCF, qui présente la collection Amérique française dans laquelle a été publié le moment Montfort. Je souhaite remercier l'hôpital Montfort qui nous accueille aujourd'hui et qui, évidemment, fait l'objet de la recherche que l'on présente ce soir, ainsi que le Bureau des affaires francophones de la Faculté de médecine de l'Université d'Ottawa. Enfin, j'en profite pour souligner le soutien des bailleurs de fonds de nos presses, l'Université d'Ottawa, bien entendu, le gouvernement du Canada par l'entremise de Patrimoine canadien, le Conseil des arts du Canada et le Conseil des arts de l'Ontario. Maintenant, est-ce que vous le saviez, les presses de l'Université d'Ottawa sont le plus important éditeur universitaire bilingue en Amérique du Nord et un des plus grands éditeurs de la région. Je pourrais continuer, on est les seules presses universitaires à l'extérieur du Québec, mais en fait, ce n'est plus le cas parce que les presses universitaires de Saint-Boniface sont à réactiver leur programme et je suis très heureuse de vous apprendre que ce soir que les presses d'Ottawa vont diffuser les presses de Saint-Boniface et distribuer. Donc, c'est vraiment une très belle nouvelle à annoncer en ce mois de la francophonie. Donc, voilà pour un nouveau chapitre de la francophonie, mais j'aimerais ce soir vous replonger dans un autre chapitre beaucoup plus sombre de l'histoire, mais aussi, bien sûr, rempli d'espoir. En février 1997, le gouvernement ontarien annonce la fermeture de l'hôpital Montfort, le seul hôpital universitaire francophone de la province. L'onde de choc est immédiate et donne naissance sans tarder à SOS Montfort. Par curiosité, qui d'entre vous étiez là à ce moment-là? Plusieurs d'entre vous. Et donc, SOS Montfort a été un organisme militant voué à la sauvegarde d'une institution jugée essentielle à la survie de l'Ontario français. En résulte un impressionnant mouvement de solidarité qui braque les projecteurs sur la question des minorités francophones à l'échelle pan-canadienne. Et c'est de cela que nous parlons ce soir. J'ai le grand plaisir, cependant, d'inviter le président directeur général de l'hôpital Montfort, M. Dominique Giroux, à venir vous dire quelques mots. Merci.
Merci beaucoup, Lara. Bonsoir. Merci beaucoup d'être ici aujourd'hui pour cette causerie. Et je veux remercier les presses de l'Université d'Ottawa d'avoir choisi l'hôpital Montfort comme lieu pour cet événement. Notre vision à l'hôpital Montfort, à l'Institut du savoir Montfort, c'est une vision d'une francophonie audacieuse pour des communautés en santé. Pourquoi une francophonie audacieuse? Bien, vous savez, c'était audacieux pour les filles de la sagesse du Canada d'hypothéquer tous leurs actifs à travers le pays au début des années 50 pour financer elles-mêmes la construction d'un hôpital francophone ici à Ottawa. C'était audacieux pour des gens comme Gisèle Lalonde, Michel Gratton, Ronald Casa, Gérald Savoie, Michel de Couvel-Nicole, de lancer une mobilisation communautaire d'importance avec le mouvement SOS Montfort. C'était audacieux pour 10 000 personnes de se réunir le 22 mars 1997 au Centre municipal d'Ottawa pour dire « Montfort fermé, jamais ». Et oui, j'y étais comme bénévole et quelques semaines plus tard comme membre du conseil d'administration de l'hôpital Montfort à 21 ans. Oui, je ne savais pas quoi faire quand j'étais à l'université. Et c'était audacieux pour une équipe juridique du tonnerre de gagner, pas seulement une fois, mais 2 fois, des décisions unanimes en cours pour sauver l'hôpital Montfort. C'était audacieux aussi d'héberger le centre de santé des Forces canadiennes, qui est juste au-dessus de nous et derrière nous, ici, à l'LD. C'était audacieux d'ouvrir le Carrefour Santé à Aline Chrétien à Orléans en pleine pandémie avec une dizaine de partenaires. C'était audacieux d'ouvrir un centre de santé, un centre de soins de longue durée de 128 lits à l'arrière de l'hôpital, de contribuer à la création de l'équipe de santé familiale académique Montfort, tout juste à côté de nous, d'ouvrir une équipe de traitement intensif en santé mentale sur le chemin Montréal, d'ouvrir un centre de santé mentale à Rockland, et même maintenant de louer des locaux à la Société canadienne d'hypothèques et de logement, l'autre côté du chemin Montréal, pour appuyer nos activités d'enseignement. Nos missions à l'hôpital Montfort, d'abord, c'est d'offrir des soins exemplaires centrés sur la personne et sur nos communautés, comme hôpital universitaire francophone de l'Ontario. Et la mission de l'Institut du savoir Montfort est d'être un environnement francophone unique, alliant enseignement, recherche et innovation en santé. Ça va en prendre l'audace pour résoudre les enjeux actuels et les enjeux futurs en santé. Et c'est la raison pour laquelle, à Montfort, on s'est donné 5 objectifs pour les prochaines années, d'ici le 75e anniversaire de Montfort en octobre 2028. Notre premier objectif clé, c'est de desservir une population grandissante et vieillissante, d'accroître les services en français, de renforcer notre responsabilité sociale, d'accroître l'impact de l'enseignement et de la recherche et d'innover pour être un milieu convoité. Puis je vous laisse avec une dernière réflexion. Vous savez, en 1997, il y avait plus de 1000 hôpitaux au Canada. Aujourd'hui, il en reste 602, malgré la croissance de la population. Et sur ces 602 hôpitaux au Canada, il y en a 58 qui sont des hôpitaux universitaires, dont Montfort, ce qui n'était pas le cas en 1997. Et sur ces 58 hôpitaux-là, il y en a 46 qui desservent une population générale. Les 12 autres ont une niche particulière en pédiatrie, en oncologie, etc. Et sur ces 46, il y en a 19 qui, comme Montfort, ont des unités de soins intensifs, des unités en santé mentale, des unités en réadaptation, des unités en obstétrique et d'autres unités de soins. Et vous allez me dire, bien, seulement 19, 46, bien, c'est vrai. UHN à Toronto est un gros hôpital, mais ils n'ont pas d'obstétrique. Pour aller à l'obstétrique, il faut aller à Sinai, Unity Health. St. Joe's London n'a pas de soins intensifs. Thunder Bay, Kingston n'ont pas de programme de réadaptation et ainsi de suite. Donc, Montfort a vraiment une gamme de services comme hôpital universitaire. Et sur ces 19 hôpitaux universitaires qui ont une gamme de services et qui desservent une clientèle générale, il y en a 13 qui sont reconnus parmi les 40 principaux hôpitaux de recherche par Research InfoSource. Et de ces 13, il y en a 10 qui sont reconnus parmi les 50 meilleurs hôpitaux au Canada selon Newsweek. Et de ces 10-là, il y en a 6
pour qui, selon l'Institut canadien d'information de la santé, la performance aux indicateurs de qualité et de sécurité des soins, généralement, est au-dessus de la moyenne. Et Montfort en fait partie. Alors, vous savez, 1953, d'avoir un hôpital francophone construit de toutes pièces par les Filles de la sagesse du Canada. 1997, menace de fermeture. Et on est réunis ce soir pour une causerie, 28 ans plus tard, dans un hôpital universitaire performant. Mais comme on va l'entendre sûrement des co-auteurs qui vont parler ce soir, pas juste beaucoup plus qu'un hôpital universitaire performant, Montfort, c'est devenu un symbole social pour l'avancement des intérêts des communautés linguistiques en situation minoritaire. Alors, merci beaucoup d'être ici ce soir. Je disais au co-directeur de l'ouvrage, puis je remercie François et Michel en particulier d'être ici ce soir, mais aussi d'avoir présenté au conseil d'administration de l'Institut du savoir Montfort le mois dernier. Sur ma table de conférence dans mon bureau, j'ai leur livre, j'ai le livre du regretté Michel Gratton, j'ai le livre du regretté Roger Bernard. Et pratiquement tous les 2 jours, j'utilise ces livres-là quand je parle de Montfort. Je le faisais encore ce matin avec une invitée de l'externe. Il n'y a pas beaucoup d'hôpitaux au pays qui peuvent se vanter d'avoir 3 ouvrages de cette qualité-là qui racontent leur histoire et maintenant, grâce au travail qui est publié, dont on parle ce soir, qui parle de l'impact 28 ans plus tard. Alors, merci beaucoup et j'ai bien hâte à la causerie. Merci. Non, mais franchement, c'est très impressionnant et je trouve que c'est très inspirant. Nous, on est à l'aube de nos 90 ans l'année prochaine et j'espère qu'on pourra aussi raconter autant de belles histoires et fournir d'aussi belles statistiques. Donc, félicitations. Je prends 2 minutes de votre temps pour vous présenter, les 2 co-directeurs de l'ouvrage, puis ensuite, je vous cède la parole. Donc, le professeur François Charbonneau est professeur agrégé à l'École d'études politiques de l'Université d'Ottawa. Ses travaux ont porté jusqu'ici sur les idées politiques dans leur rapport aux enjeux et conflits de nature identitaire. Il a dirigé en collaboration plusieurs ouvrages sur la francophonie canadienne, dont Ottawa, lieu de vie français, publié aux presses de l'Université d'Ottawa en 2017. Et il y a d'autres co-directeurs de cet ouvrage qui sont ici ce soir, donc bonsoir. Ensuite, le professeur Michel Bock, lui, est professeur titulaire au département d'histoire de l'Université d'Ottawa. Il est directeur du Centre de recherche sur les francophonies canadiennes, le CRCCF, et il est professeur associé à l'Université de Sudbury. Et il est directeur de notre collection Amérique française. Il est spécialiste de l'histoire intellectuelle du Québec et du Canada français, et ses travaux portent sur les facteurs qui ont contribué à l'essor et au déclin du Canada français en tant que référence identitaire et réalité institutionnelle. Sur ce, je suis désolée de ne pas pouvoir vous présenter tous avec autant de détails, mais tous ces chercheurs ont des CV bien garnis et nous sommes ravis que vous ayez publié chez nous. Merci. Merci beaucoup, Lara. Donc, merci à tout le monde d'être là. D'ailleurs, j'en profite, là, on vend les livres ce soir, donc si vous voulez être comme Dominique Giroux, et être bien outillé là, pour répondre à des questions importantes sur la francophonie. N'hésitez surtout pas à aller chercher un exemplaire du livre, à l'acheter en fait, oui. Donc à le payer. Faut être précis. Hein? Donc, je vais, avant de commencer, donc j'ai la chance, ce soir, je vais être accompagné de gens qui ont écrit un chapitre dans le livre. Bon, évidemment, c'est un peu difficile là, de co-animer. Donc, Michel a été généreux et m'a, confié la tâche d'animer la soirée. Mais cet ouvrage a été dirigé à 2 et je vais parler des intentions qui étaient celles de Michel et de moi avec cet ouvrage-là. Le point de départ, c'était évidemment de prendre prétexte du 25e anniversaire. Quand on a commencé. Donc, il faut comprendre qu'on a commencé ça il y a quand même plusieurs années, mais on n'avait pas prévu la pandémie. On est docteur, mais on n'est pas médecin. Donc, on n'avait pas prévu la pandémie, et donc on n'a pas prévu le temps que ça prendrait pour le publier. Cela dit, on est très, très heureux du résultat. Et ce qu'on a remarqué quand les textes rentraient les uns après les autres,
c'est qu'il se dégageait une espèce de portrait et on a choisi le titre « Le moment Montfort dans la francophonie canadienne ». En gros, parce que Montfort, ça a été un triple événement, triple moment, en fait. Et donc, je vais en parler très brièvement avant de passer la parole et de poser des questions sur les chapitres donc, qui se trouvent dans cet ouvrage. Donc, le premier moment, je dirais, c'est que, bien sûr, c'est une crise. C'est une crise qui s'est inscrite dans la mémoire de l'Ontario français. J'ai levé la main tout à l'heure spontanément quand Lara a posé la question qui était là. Et c'est un peu grotesque, c'est-à-dire j'étais chez nous là, quand c'est arrivé, mais tout le monde s'en souvient comme si on était sur place, presque comme si on faisait partie de ce conseil d'administration avec des décisions à prendre, parce qu'on le suivait au quotidien dans les journaux, parce qu'on répondait aux appels, parce qu'on se déplaçait quand on demandait de participer à une manifestation ou à une marche. Donc, événement qui s'est inscrit dans la mémoire franco-ontarienne, il n'y en a pas des masses. Hein? Il n'y en a pas des masses. On va parler du règlement 17, mais je pense qu'on va parler longtemps de la crise de l'hôpital Montfort. Deuxième moment, au sens où des crises comme celle-là sont révélatrices de d'autres choses. C'est-à-dire, c'est un moment d'une longue suite de moments. Les crises sont révélatrices, finalement, de choses qui sont le plus souvent immergées. C'est-à-dire, c'est dans des moments comme ça qu'on voit apparaître, par exemple, les représentations que peuvent être, par exemple, du Canada, qui peuvent être portées par les majorités linguistiques et les minorités linguistiques. En d'autres termes, pourquoi il y a la crise des Boers, pourquoi il y a la crise de la conscription, pourquoi il y a la crise des écoles à Penetanguishene et ainsi de suite? Bien, parce qu'il y a des choses qui sont le plus souvent pas dites. Et il y a des moments comme ça qui sont révélateurs de vision du monde. Et là, je ne voudrais pas donner l'impression que c'est si tranché. Il y a eu beaucoup aussi dans la population anglophone d'appui à Montfort. Donc, mais ça aussi, c'était révélateur d'une certaine vision du Canada. Mon propre texte, dont on ne parlera pas ce soir, porte sur ces perceptions. Dans l'univers anglophone, anglo-saxon, médiatique anglo-saxon, il y a eu à la fois des critiques sévères du mouvement SOS Montfort, mais aussi des appuis, notamment dans les médias, dans les éditoriaux des médias. Ensuite, un moment au troisième sens, c'est-à-dire on peut parler d'un avant et d'un après Montfort. Et là, cette dynamique-là, on va la voir avec Louise tout à l'heure, c'est-à-dire que vraiment Montfort, surtout dans le domaine de la santé, c'est un marqueur, c'est un moment, c'est un événement. La question des santé des populations francophones avant et après Montfort, c'est plus du tout le même enjeu. Donc, on va en parler tout à l'heure. Alors, l'intérêt du livre, c'est très évidemment de faire revivre cette crise, mais pas seulement, aussi de faire comprendre ce que c'est que cet hôpital, à quoi il sert, quelles ont été les raisons pour lesquelles la commission de restructuration en Ontario pensait acceptable, par exemple, de fermer Montfort au profit d'un hôpital général dit bilingue. On l'apprend notamment grâce à Marcel Martel, qui nous fait comprendre la vision qui était celle, la raison pour laquelle la commission de restructuration pensait parfaitement acceptable sa recommandation. On voit aussi comment, par exemple, l'arrêt Montfort que Pierre Fouché nous présente dans son propre chapitre. Donc, c'est un juriste de l'Université d'Ottawa, maintenant à la retraite, mais qui a beaucoup travaillé sur les droits linguistiques. Et Pierre nous explique que, finalement, cet arrêt-là n'a pas tant servi, en fait, n'est pas devenu, c'est pas inscrit dans la jurisprudence comme on pourrait l'espérer. Donc, opportunité peut-être pour de futurs juristes de plaider sur la base de Montfort. Donc, j'ai dit moi-même dans mon texte, crise médiatique pan-canadienne, est-ce vrai? Est-ce qu'on a vraiment parlé de l'affaire Montfort à travers le pays? En fait, c'est beaucoup plus ciblé qu'on pourrait. Ça a été très intense dans la région d'Ottawa notamment et à Montréal aussi. La Gazette, notamment de Montréal, a beaucoup parlé de la crise de Montfort et ainsi de suite. Et un autre chapitre qui est celui de François-Olivier Doré, qui montre en fait que le battage médiatique au Québec montre que par-delà la rupture dans le Canada français dont on parle tout le temps et qui se serait produit dans les années 60 et 70, mais par-delà cette rupture, existe toujours ce qu'il appelle une solidarité nationalitaire complexe, disons, entre le Québec et l'Ontario français. Voilà, donc je vous invite évidemment à le lire, mais pour vous mettre encore plus l'eau à la bouche de cet ouvrage, on va en discuter avec certains des auteurs et autrices de l'ouvrage. Donc, Serge, merci d'être là d'abord. Je veux dire, on t'a sorti de ta région. Quoi que tu sors souvent de ta région on pour en faire la promotion. On m'a sorti la tanière à Sudbury, là, mais vous avez eu la brillante idée de faire ça durant la semaine de relâche de l'école. Mon fils qui est en maternelle. Donc, belle famille étant à Ottawa, beau prétexte pour venir. Donc, merci pour l'invitation. On est content que tu sois là. Et
toi-même, tu as réutilisé la formule discours nationalitaire. Tu t'es intéressé à ce que tu appelles donc ce discours nationalitaire dans la francophonie ontarienne pendant cette crise et tu as remarqué qu'il y a appelons ça, une importante variation, notamment là où Montfort n'offre pas de service. La manière dont on a interprété la crise varie beaucoup d'un endroit à l'autre. Donc, qu'est-ce que tu entends par ce discours nationalitaire? Peut-être d'abord pour cadrer les choses, si tu le veux bien. Et qu'est-ce qu'elle t'a appris, cette recherche, largement faite dans les journaux? Oui, puis je pense que c'est bien de commencer avec qu'est-ce qui aurait motivé même de travailler sur cette question-là. On l'a mentionné tantôt, Marcel Martel, les premiers écrits autour de la crise de Montfort ne sont pas particulièrement généreux envers l'institution et envers, finalement, la crise. Et puis, Marcel, avec qui j'ai fait mon doctorat d'ailleurs, je m'amusais souvent à critiquer ses écrits lorsque j'étais étudiant. Et puis, ici, c'était un autre cas où il disait, écoutez, la gang à Montfort avait gommé l'histoire. Ils l'ont instrumentalisé, ils ont simplifié des choses, ils ont pris des raccourcis en quelque sorte. En faisant, par exemple, rapport au règlement 17, en disant qu'essentiellement, l'avenir du fait français allait vivre ou mourir là, sur le chemin de Montréal. Et puis, je voulais un peu réfléchir d'un autre angle à partir de cela. Et ce qu'on comprend avec avec SOS Montfort, avec tout le tapage médiatique que ça le fait et les gens qui étaient autour de ça, c'est que en fait, ce n'est pas une instrumentalisation en tant que telle de l'histoire, plutôt le reflet d'une posture que la société franco-ontarienne a d'elle-même. Qu'elle a le droit, en raison du fait qu'elle se voit comme un peuple fondateur ou une société fondatrice, qu'on pourrait davantage dire aujourd'hui, elle a le droit. Elle a le droit de quoi? De se projeter dans le temps, de se reproduire, de se voir dans un horizon, d'avoir ses institutions pour ce faire. Les peuples autochtones réfléchissent à partir d'une souveraineté, à partir d'un territoire. Le fait français en Ontario, la francophonie canadienne dans son sens large, réfléchit à partir d'espaces qui sont institutionnels. Et les institutions sont des lieux de production et de reproduction du fait français en perpétuelle transformation. Et donc, on voit ça chez les gens de Montfort. C'est une vision, une posture nationalitaire, dans le sens qu'elle cherche à maintenir son existence et se perpétuer dans le temps à partir d'elle-même. Et ça, je pense que c'est le côté très important. Ce n'est pas simplement le bilinguisme, c'est nos institutions de langue française permettent le bilinguisme. C'est une interprétation du pacte ou de l'élément de base qui a fondé le Canada. Et c'est de même qu'il faut comprendre tout ce mouvement-là. Ça, c'était la première chose qui m'a motivé à réfléchir à partir des journaux de partout de l'Ontario français. L'autre affaire, c'était la question, écoutez, Montfort, ça intéresse-tu les gens de Cap? Les gens, est-ce que ça intéresse Sudbury? Est-ce que ça intéresse Toronto? Est-ce que ça intéresse Windsor? On le sait qu'à Ottawa, c'était sur toutes les pages du droit, et on sait que ça a été extrêmement important. Et les gens de Montfort, d'SOS Montfort, ont fait une campagne absolument brillante, typiquement 90, là, en utilisant les images, la télévision RDI notamment. C'est absolument brillant. Une campagne de marketing là, incroyable, vraiment, là, et on doit lever notre chapeau auprès d'eux. Mais il y a des conséquences à ça. Et la conséquence, on est capable de la voir lorsqu'on est en train d'étudier les régions. L'Ontario français, c'est un pays de régions. Et on vit sa francophonie de manière très différente selon si on est dans le nord, dans l'est, dans le sud, dans le sud-ouest. Et donc, c'était de sonder à travers des journaux quelle était la posture et la pénétration de Montfort et cette crise-là auprès d'eux. Et ce qu'on voit, c'est vraiment à des degrés très variables. Par exemple, à Toronto, ce qui est probablement l'affaire que j'ai trouvée le plus drôle ou la plus surprenante, c'est que, oui, défendons Montfort, mais pas sur le plan d'une vision du Canada, de la nation canadienne avec deux sociétés ou trois sociétés fondatrices, mais bien sur le plan c'était de l'oppression, c'était les droits individuels qu'il fallait protéger. Et c'est pas ça le discours de Montfort. Le discours de Montfort n'est pas ancré sur les droits individuels, c'est ancré sur les droits collectifs.
Alors qu'à Windsor, par exemple, c'est là que vient cette notion ou cette idée que, vous savez, on est avec les Premières Nations, des peuples, des sociétés fondatrices, et c'est sur cette base-là qu'il faut défendre Montfort. Alors que dans le nord de l'Ontario, particulièrement sur la 11, on s'est dit, ce serait donc le fun que le monde de Montfort sache où trouver eux sur une carte. Parce que nous, on a notre hôpital, ça s'appelle l'hôpital Notre-Dame. Puis, bon, je veux dire, ma mère vient d'eux, je peux dire des choses de même. Donc, dans le Nord, c'était vraiment, on est dans un autre univers, là, où on a ces hôpitaux. Et Notre-Dame n'était pas aussi menacée non plus. Donc, c'est une expérience de la crise qui est très différente. On signe la pétition, on est d'accord avec l'idée, quand même une certaine solidarité, mais on ne voit pas ça nécessairement comme étant une crise où l'avenir du pays se jouait, qui d'ailleurs, finalement, je veux dire, quand on regarde mon chapitre, une des choses qui m'a motivé, c'est quoi la recette miracle pour transformer une crise locale en un enjeu national? C'est vraiment ça. C'est une dose d'unité nationale, ajoute une tasse de politique là-dedans, mais quelque chose de transformer ça comme quelque chose de profondément existentiel. Et ils l'ont compris, les gens autour de Montfort. Là où que j'ai été... ça m'a vraiment fait réfléchir sur les conséquences, en tout cas, François, c'était quand que je sondais Sudbury. Je suis à Sudbury, et ce qui se passe dans cette région-là au même moment, c'est que les hôpitaux ferment. Les hôpitaux ferment. On avait un hôpital de langue française qui était devenu bilingue, Saint-Joseph, fondé par les Sœurs de la Charité, qu'on connaît très bien ici à Ottawa. On avait une institutionnalisation forte, canadienne-française, qui s'effritait au fil du temps, au fil de la modernisation, tout comme l'Université de Sudbury, mon institution, qui était de langue française en 1913, qui s'est bilinguisée progressivement et qui avait progressivement marginalisé le fait français durant les années 60, 70, 80, 90, 2000. Et ce même phénomène-là était en place à Sudbury. Et lorsqu'on fusionnait les institutions, les hôpitaux finalement, vers une super structure qui allait être Horizon Santé Nord, Health Sciences North, on avait notre propre crise. Et ce que je découvrais, c'était là mon angle un petit peu plus critique dans mon chapitre, puis ça m'a fait vraiment réfléchir, c'est que autant qu'ils ont été brillants à Ottawa de générer une crise nationale avec un enjeu qui était exceptionnellement local. Certes, l'hôpital était performante, mais le PDG de l'hôpital nous l'a dit, là, elle a grandi depuis, mais en 97, c'est pas ce que c'était aujourd'hui. Là. Autant qu'on a fait ça, tout l'espace médiatique a été aspiré par la crise Montfort. Tout l'espace médiatique, tout l'enjeu, toute la francophonie canadienne se jouait sur le chemin de Montréal. Quelle est la conséquence, finalement? C'est que, je pense que c'est Jacques de Becquet qui le disait dans Le Voyageur de Sudbury, c'est j'espère qu'en temps opportun, je paraphrase, là, le retour d'ascenseur va venir. Là. On a sacrifié, pour sauver Montfort, des enjeux locaux en termes de soins de santé qui étaient extrêmement importants. Puis là, aujourd'hui, à Horizon Santé Nord, par exemple, les services, elle a beau être désignée sous la loi sur les services en français, mais on comprend, quand on compare avec Montfort, que si on veut vraiment des soins de service en français, on a besoin de nos institutions. Dans le cas de... si je peux, je ne sais pas si on a encore un petit peu, une minute ou deux. Peut-être en une minute, Serge, oui. L'anecdote, c'est juste, par exemple, mon enfant de 4 ans qui a eu besoin des soins de service. Mon enfant de 4 ans ne parle pas anglais, là, mais il avait 2 ans à l'époque, encore moins. Mais il n'a pas eu accès à des soins de service en français dans l'hôpital à Sudbury, cet hôpital post-fusion, malgré la désignation. Alors qu'on le voit que s'il serait allé ici, ça aurait été le cas. Donc, il faut se rappeler de ça. Il y a des conséquences. On a sauvé une institution. Le travail n'est pas terminé. Et, en tout cas, c'est cette citation-là de Jacques de Becquet qui me reste avec moi. En temps opportun, j'espère que les gens vont être là pour nous. Bon, on verra tout à l'heure si, en temps opportun, les réseaux
notamment, qui ont été mis sur pied par la suite, ont pas au moins contribué positivement, même si on les voit pas souvent, parce que le réseautage a été important par la suite. Marie-Claude, tu as mené un important projet de recherche qui était financé par les IRSC. Quand on t'a lancé l'invitation, tu étais en plein là-dedans. C'est excitant d'ailleurs. Je l'ai noté parce que, pour pas faire d'erreur, donc ça s'intitulait « Déshospitalisation psychiatrique et accès aux services de soins de santé mentale », ce qui t'avait permis notamment d'avoir accès à des dossiers de patients qui souffrent de problèmes de santé mentale à l'hôpital Montfort. Donc, tu t'es intéressé dans tes recherches à des parcours psychiatriques. Donc, c'est une méthode qui est unique, d'ailleurs, passionnante à découvrir ces parcours. Ton texte s'intitule, dans le collectif, « Des services de santé dans ma langue, un horizon d'attente ». Quel sens tu donnes, disons, à cette formule? Puis, qu'est-ce que tu as découvert dans ta recherche? OK, je vais peut-être juste commencer à parler un petit peu comment j'ai eu accès au dossier. Alors, l'important pour moi de contribuer à ce livre-là, puis je vous remercie, M. Giroux, de l'avoir dit d'entrée de jeu, c'était de souligner la contribution des filles de la sagesse qui ont fait un travail très, très important pour que cette institution voie le jour, mais aussi parce que le 22 mars, elles étaient avec la population, elles marchaient, parce que c'est l'héritage, leur héritage à la francophonie qui ne savaient pas trop qu'est-ce qui était pour se passer. Alors, elles ont marché avec la population. Moi, j'ai pris le mot « crise » un peu au pied de la lettre, puis je me suis intéressée aux crises à l'intérieur des murs ici. Alors, je suis peut-être la seule dans l'ouvrage qui n'a pas vraiment consulté les journaux, mais qui a consulté les dossiers médicaux des patients qui ont été hospitalisés au département de psychiatrie. Alors, une recherche financée par les IRSC, pour laquelle j'ai négocié pendant quelques années avec le bureau éthique ici à Montfort pour finalement avoir accès à tous les registres d'admission du département de psychiatrie. De ce registre, on a une grosse base de données de 15 000 admissions, à partir desquelles on a retenu 7 000 dossiers, si je peux dire, pour documenter le parcours, les trajets de vie des patients qui avaient eu plus de 3 hospitalisations. L'idée, c'était de regarder un petit peu comment Montfort était important dans les moments de crise aiguë, mais aussi de regarder quel était tout le réseau autour, tous les services satellites autour de Montfort pour venir en aide, soutenir tant les patients que leurs proches, leurs familles, puis essayer de voir finalement les gens qui sont atteints d'un trouble de santé mentale grave, ce qui est un trouble chronique pour lequel on ne guérit pas, comment ces gens-là étaient accompagnés, comment ces personnes-là, finalement, par exemple, un jeune homme dans la vingtaine qui reçoit un diagnostic de schizophrénie, est-ce que les politiques de santé mentale s'organisent pour être certain que cette personne-là, on va pouvoir le soutenir et soutenir sa famille jusqu'à son 60e anniversaire? Alors, vous le savez comme moi, les politiques de santé mentale, ça fonctionne souvent de 4 années en 4 années avec les changements de gouvernement. Un gouvernement peut désirer investir dans les logements. Un autre gouvernement va vouloir investir avec des programmes pour davantage soutenir les familles. Alors, mon intérêt était vraiment de regarder comment on peut suivre pendant 20 ans, 30 ans, 40 ans, des personnes qui ont un trouble de santé mentale grave, qui ont été suivies ici à l'hôpital Montfort. Alors, un grand travail dans les archives de dépouillage a été fait avec une superbe équipe pour numériser les dossiers, surtout les notes, les résumés de dossiers, les notes des observations infirmières et des travailleurs sociaux qui nous permettent finalement de documenter, oui, ce qui se passe quand le patient est hospitalisé ou la patiente est hospitalisée, mais aussi de regarder un petit peu comment s'effrite son entourage, les gens qui l'accompagnent, les proches aidants qui sont là lors des premières hospitalisations, mais parfois rendus à la 20e hospitalisation, il n'y a pas beaucoup de gens autour du patient. Alors, comment cette personne-là se débrouille dans ce réseau-là et comment l'hôpital Montfort a été important dans leur parcours. Alors, je documente des parcours de vie
des personnes avec un trouble de santé mentale grave à partir de l'ouverture du département de psychiatrie en 1976 jusqu'en 2006. Et l'ouvrage est un beau prétexte finalement pour présenter des courts extraits de parcours de vie de patients pour qui la langue a été un enjeu important. Pour certains, avec des problèmes de santé mentale assez graves qui ont dû être transférés dans un hôpital psychiatrique où les soins étaient en anglais seulement. Un patient, entre autres, qui a été hospitalisé pendant 4 ans, puis au bout de 4 ans, on s'est dit, pensez-vous que si on lui offrait des ateliers en français, ça pourrait l'aider? Le patient a été retransféré à l'hôpital Montfort. Ses parents ne parlaient pas anglais, alors le suivi thérapeutique a été assez difficile. Et on peut penser que dans une période de notre vie où on est assez vulnérable et on a besoin de soins, comme ton fils, de ne pas pouvoir être traité dans sa langue, ça devient un enjeu très, très difficile. En santé mentale, c'est très vrai. Et les petites histoires, finalement, que je raconte dans le chapitre m'a permis de voir quand même depuis 1976, avec l'histoire d'Élisabeth. Alors, je l'ai baptisée Élisabeth. On s'entend bien que c'est des noms que j'ai donnés là, parce que je n'ai pas accès à des informations personnelles nominatives sur les dossiers que j'ai consultés. Alors, Élisabeth qui a eu un parcours davantage dans les années 90 pour lequel elle a bénéficié des ressources Montfort Renaissance, entre autres, mais les ressources satellites autour de l'hôpital et qu'elle a été placée vers des ressources en français, ce qui n'était pas le cas des premiers patients que j'ai étudiés là, qui ont été hospitalisés dans les années 70, dans les années 80. Alors, un service en français, longtemps, ça a été un désir, une utopie, mais on peut comprendre qu'au fil des décennies, ça semble de plus en plus possible et certains patients ont bénéficié de ce genre de services. C'est ce que je dirais sur les ça met très bien la table, Marie-Claude. Merci beaucoup. Je vais vous demander donc on va changer les places parce qu'on va avoir 2 nouvelles personnes qui vont se joindre à nous. On aura l'occasion à la fin de poser des questions si on le veut bien. Donc, merci beaucoup. Et si vous voulez découvrir ces excellents chapitres, il y a une manière de vous en assurer. C'est d'en achetant le livre, à la toute fin, évidemment, qui va être disponible sur la table à côté ici. Donc, je vais inviter Michel Bock, donc co-directeur de l'ouvrage et aussi qui a écrit un chapitre dans le livre, et Louise Bouchard. Louise a écrit son propre chapitre avec 2 autres collaboratrices. Il y a Marie-Ève Forêt qui n'est pas ici avec nous aujourd'hui et Anne Gilbert. Je pense que tout le monde connaît dans la francophonie canadienne, hein, tu es connu d'un océan à l'autre de la francophonie canadienne, qui a accepté donc de collaborer à ce chapitre. Ils l'ont fait à 3, mais évidemment, comme on ne peut pas tous être ici sur scène, qui a cédé sa place à Louise, qui va nous entretenir donc de sa recherche menée à 3. Michel, donc, tes travaux portent sur l'Ontario français, évidemment. Tu es l'historien de l'Ontario français, mais de manière plus spécifique, ce qui t'intéresse et ce qui t'allume, c'est l'histoire intellectuelle. Quand on se souvient d'SOS Montfort, en fait, peut-être contrairement à ce qui a été dit tout à l'heure, mais moi, c'est mon souvenir, en tout cas, c'est qu'il y avait une sorte d'unanimité dans la communauté francophone, en tout cas, certainement chez les leaders de la communauté, pour défendre Montfort. Or, toi, tu t'es intéressé, en fait, à un combat, un débat important entre 2 intellectuels de premier plan de l'Ontario français qui nous rappellent, en fait, que la crise a donné lieu à un débat, on peut même dire hargneux. Je pense que le terme n'est pas exagéré. Je m'excuse si c'était le terme que tu étais pour utiliser d'entrée de jeu dans ta présentation, sur les conditions de possibilité, je dirais, de la francophonie pan-canadienne. Donc, ces 2 intellectuels, évidemment, sont Gilles Paquet et Roger Bernard. Donc, pourquoi tu t'es intéressé donc, à ces débats-là, puis qu'est-ce que tu as découvert?
Vous m'entendez mieux? Oui, bon, mes excuses, je ne suis pas très techno. Toute l'équipe du CRCCF peut en témoigner quotidiennement. Alors, je disais que... je crois qu'il était ouvert. Alors, je disais que on raconte souvent l'histoire de la crise de l'hôpital Montfort, donc comme celle d'une grande marche commune de la communauté franco-ontarienne unie, soudée autour d'un même objectif, à un tel point parfois on nous présente la crise Montfort comme un des grands moments mythiques là, qui jalonnent l'histoire de la communauté franco-ontarienne, un peu au même titre que la crise du règlement 17 au début du 20e siècle. C'est souvent plus complexe que ça. Il m'est venu donc l'idée de m'intéresser, de me pencher sur ces deux professeurs intellectuels que tu as nommés, Roger Bernard et Gilles Paquet. Est-ce que tout le monde les connaît, ces deux personnes? Donc, deux intellectuels, deux professeurs de l'Université d'Ottawa extrêmement importants. Pourquoi? Parce que l'unanimité n'est pas de ce monde et déjà il y a des tensions interrégionales qui se sont manifestées dans le contexte de la crise de Montfort, comme le rappelait il y a quelques instants Serge Miville. Le monde universitaire auquel j'appartiens, comme mes collègues, on aime beaucoup se crêper le chignon, donc j'aurais été très, très surpris de constater que toute la patente universitaire franco-ontarienne était d'accord et effectivement, il y a un débat particulièrement important, je pense que tu as dit hargneux, j'allais dire virulent, entre Roger Bernard et Gilles Paquet, qui est Roger Bernard, donc un sociologue originaire de Cochrane, décédé en l'an 2000, avant même le dénouement de la crise de l'hôpital Montfort, qui a beaucoup, dans ses travaux, théorisé le concept de bilinguisme identitaire et qui produit un affidavit pour la Cour divisionnaire de l'Ontario à la demande de SOS Montfort, qui s'intitule tout simplement, le titre est très explicite, « À la défense de Montfort ». Donc, Bernard prend fait et cause donc, pour l'hôpital Montfort et donc participe à ces recours juridiques qui vont finalement aboutir et donner donc le résultat que l'on sait. Devant lui se dresse Gilles Paquet. Gilles Paquet était en soi un personnage souvent plus grand que nature, si vous l'avez connu, spécialiste d'administration publique, originaire de Québec, décédé plus récemment en 2019. Il est professeur de gestion et d'administration publique à l'Université d'Ottawa à partir de 1981. Et donc là, vraiment, là, entre Bernard et Paquet, là, c'est le jour et la nuit, deux façons très différentes de concevoir l'identité franco-ontarienne, les potentialités politiques donc de l'Ontario français et la nécessité de l'autonomie institutionnelle pour assurer le développement, la survie, pourrait-on dire, de l'Ontario français. Roger Bernard, il faut savoir que c'est le sociologue de la transition, la grande transition démographique, sociale de la collectivité canadienne française de l'Ontario à partir donc des années 40 et 50. Il a beaucoup réfléchi donc à l'intégration des Franco-Ontariens éventuellement après 45 à la grande économie capitaliste nord-américaine, phénomène donc qui a eu à ses yeux pour conséquence de secondariser la langue française dans la conscience surtout de la jeunesse franco-ontarienne, ce qui conduit en retour à l'émergence du bilinguisme identitaire qui est pour Bernard carrément un fléau culturel, un fléau politique, un fléau identitaire, en ce sens, encore une fois, que le français n'a plus de valeur en soi. Le français est secondarisé donc par rapport à l'anglais dans l'émergence de cette nouvelle identité bilingue à partir des années 40, 50, surtout 60 et 70 en montant. La seule façon donc de contrer ce phénomène, selon Roger Bernard, c'est l'autonomie institutionnelle, la complétude institutionnelle, des institutions autonomes de langue française dans un nombre aussi élevé que possible de domaines, de champs de la vie en commun, qui pourront donc, ces institutions, imposer une autre norme linguistique que celle de la majorité anglophone, pour en quelque sorte normaliser l'usage du français dans un espace public franco-ontarien qu'on souhaite construire, donc qui est à faire intervenir le pouvoir politique, le pouvoir juridique. Donc il y a vraiment donc chez Roger Bernard une volonté
Donc, de faire en sorte que les Franco-Ontariens puissent maintenir dans la modernité urbaine, industrielle post-1945, leur propre fonction de socialisation. Donc, c'est-à-dire qu'ils souhaitent que les Franco-Ontariens puissent se donner les moyens institutionnels capables, donc, qui leur permettraient de se représenter symboliquement, identitairement, si vous voulez, et de s'organiser institutionnellement comme un authentique sujet politique à part entière dans un environnement, encore une fois, très largement anglo-dominant et souvent hostile à cette forme d'autonomie à la fois identitaire et institutionnelle. Donc, c'est à ça que réagit Gilles Paquet, qui va donc publier peu après un article intitulé « Montfort et les nouveaux éléates », dont on commence à parler dans le droit très rapidement. Il sera publié plus tard dans la revue Francophonie d'Amérique, qui est rattachée donc au CRCCF. Gilles Paquet, encore une fois, c'est un spécialiste de l'administration publique qui se sert beaucoup des théories néo-institutionnalistes pour critiquer de bien des façons. C'est un peu une sorte d'incursion exceptionnelle dans le champ des études ou dans le champ intellectuel franco-ontarien que la publication de cet article par Gilles Paquet, parce qu'il ne s'intéresse pas en gros de façon globale à la question franco-ontarienne, mais manifestement, la grande mobilisation franco-ontarienne derrière SOS Montfort l'a interpellé, a sollicité donc son attention. Il a écrit beaucoup de travaux, beaucoup d'études pour essentiellement critiquer le keynésianisme, ce qu'il considérait, lui, comme la centralisation technocratique à outrance de l'État moderne post-1945. Donc, on réfléchit dans les deux cas à peu près au même phénomène et sur la même période, mais pour en arriver finalement à des conclusions extrêmement différentes. Cette propension, encore une fois, à la technocratisation bureaucratique, à la croissance de l'État-providence, en vient, selon lui, à miner, à saper le capital social des communautés, dont la communauté franco-ontarienne en l'occurrence, au niveau local. Alors pour lui, pour Gilles Paquet, Montfort, ce n'est pas du tout une question identitaire, c'est pas du tout une question politique, encore moins une question existentielle pour la communauté franco-ontarienne. C'est un simple problème de gouvernance, tout simplement, qu'il faut donc dépolitiser d'une certaine façon. Et la solution qu'il propose, finalement, c'est de conduire, c'est d'encourager l'élite franco-ontarienne, en tout cas les différents intervenants sur le terrain, dans le contexte franco-ontarien, donc à négocier avec des acteurs, leurs partenaires, les anglophones, les différents acteurs dans le système donc, de santé ontarien de façon globale, et pour justement empêcher qu'on ait recours au pouvoir des juges, qu'il estime toujours, et de façon très très claire, et j'ai envie de dire doctrinaire, qu'il estime, qu'il caractérise de façon comme étant un recours tout à fait abusif dans bien des cas. Donc cette propension qu'a SOS Montfort pour Gilles Paquet et Roger Bernard, donc à vouloir avoir recours donc, au pouvoir des juges, à l'action juridique, à l'action étatique pour régler des problèmes qui devraient se régler sur le terrain entre les acteurs eux-mêmes, selon lui, ça va contribuer à la cristallisation du statu quo, ça va contribuer à dépolitiser cette judiciarisation de l'action collective, ça va contribuer à judiciariser l'action citoyenne et, à terme, ça va contribuer, estime-t-il, à éliminer bien des moyens d'action et qui vont éventuellement, donc, qui ne joueront pas en faveur donc, du développement institutionnel, politique, futur ou éventuel de la communauté franco-ontarienne. C'est sa principale critique donc, de Roger Bernard. La deuxième, que je qualifie entre 15 paires de guillemets là, de bon ententiste, les historiens dans la salle vont savoir de quoi je parle. Gilles Paquet, il est très explicite là-dessus. Il récuse tout à fait, de façon encore une fois extrêmement virulente, l'idée que le bilinguisme institutionnel est un mécanisme qui conduira éventuellement à l'assimilation ou à l'acculturation de la communauté franco-ontarienne. Pour lui, et le terme qu'il utilise pour décrire cette posture, c'est une forme d'apartheid linguistique. Ça ne s'invente pas. Donc, il accuse SOS Montfort, il accuse Roger Bernard de fomenter une sorte d'apartheid linguistique. Il donne un exemple l'Université d'Ottawa, qui est bilingue, et, dit-il,
contribue tout à fait au développement de la communauté franco-ontarienne. Je vais me garder une petite gêne. Je ne vais pas nécessairement intervenir sur cette question précise. Il y a peut-être quelque chose d'ironique chez Gilles Paquet. Il cherche donc à revaloriser le politique, donc comme moyen d'action pour la communauté franco-ontarienne, qui dépend trop du pouvoir et des recours juridiques, mais sans non plus tenir compte de l'inégalité du rapport de force entre la minorité francophone et la majorité anglophone. Donc, il y a peut-être un angle mort, peut-être un peu, dans son raisonnement. Mais finalement, pour en arriver peut-être rapidement à ma conclusion, tout ça, ça montre qu'un hôpital, c'est pas banal. C'est pas une institution banale. On peut considérer, encore une fois, un hôpital comme un lieu simplement qui offre des services de santé selon une logique de gouvernance qu'on voudra aussi efficace que possible, mais on peut aussi considérer un hôpital, et en particulier dans le contexte franco-ontarien, comme un élément important d'une structure institutionnelle qu'on voudra aussi autonome que possible et qui sera voué à construire la subjectivité politique de la communauté franco-ontarienne en fonction d'une certaine idée du bien commun et en fonction aussi d'une certaine conception de son parcours historique. Et c'était ça, finalement, l'enjeu de toute la crise de l'hôpital de Montfort. C'était un nœud historique. C'était ça, le nœud historique, si vous voulez, de l'hôpital de Montfort. Ça montre que Montfort, c'est un établissement de santé, que c'est beaucoup plus que ça, par contre. Et s'il y a eu crise, c'est parce que l'hôpital représentait sur le plan idéologique, intellectuel, institutionnel et politique quelque chose qui allait bien au-delà, finalement, de la livraison de services de soins de santé, de sa fonction, en quelque sorte, primaire. Elle avait une fonction, l'hôpital, c'est-à-dire, avait une fonction de construction politique et identitaire tout à fait importante. Merci beaucoup, Michel, de cette passionnante présentation de ton texte. Comme le veut la formule, on garde le meilleur pour la fin. En fait, les derniers ne seront pas enfin, j'en ai noté 3, je vais m'arrêter là. Louise, je te vous vois, mais parce que vous êtes trois qui avez écrit le texte. Votre texte insiste moins sur la crise de l'hôpital Montfort que sur les effets, notamment en termes de mobilisation en faveur de soins de santé en français en Ontario dans la vingtaine d'années à peu près là, qui vont suivre. Donc, le secteur de la santé, on ne le sait pas toujours, en tout cas certainement ceux qui œuvrent à l'extérieur, par exemple dans le monde éducatif, mais a été très dynamique depuis une vingtaine d'années à peu près. Donc, qu'avez-vous découvert dans vos travaux, dans vos recherches? Bien, beaucoup de choses, mais je vais juste faire un petit préambule. Moi, je dois à Anne Gilbert quand même la motivation d'avoir œuvré dans le champ de la santé, parce que j'arrivais à l'Université d'Ottawa en 2000 avec, dans le programme de doctorat en santé des populations, puis je me cherchais des données, un domaine de recherche, alors ça a été assez rapidement la santé en situation minoritaire. Donc, j'ai été introduit à tout l'univers de recherche, mais aussi à toute la littérature. Alors, donc, d'avoir lu Raymond Breton sur la complétude institutionnelle, Joseph Yvon Thériault sur l'intention autonomiste, hein, toute notre cadre théorique là, que je vous décris. Linda Cardinal avec les structures d'opportunité, justement aussi Roger Bernard avec la vitalité des institutions, de tout le symbolisme que représente une institution, puis toutes les questions de gouvernance par et pour alimentaient mon intérêt, puis j'étais aussi en 2000 témoin de cette effervescence. Alors, il y avait la création dans la foulée du moment Montfort. Montfort a eu le mandat du gouvernement de réseauter tous les acteurs de la francophonie et de la santé, puis même de l'éducation, je pense. Hein. Alors, donc, ça a permis la création, ça s'est incarné dans le réseau des services de santé de l'Est de l'Ontario, créé en
97. Et ça a vraiment donné, le réseau a été aussi au cœur de ce qu'on pourrait appeler le mouvement pour la santé en français. Donc, la création du Consortium national de santé en français qui a suivi. C'est tous les mêmes acteurs d'ailleurs, hein? Et puis la Société santé en français. Alors, c'était palpitant. J'étais aussi en santé des populations, très à l'affût aussi des théories à l'époque qui étaient très prévalentes, les théories des réseaux, la complexité, les nouvelles solidarités sociales, les capacités d'action par la structure des réseaux dans la société. Fait que tout ça ensemble, dit, mon Dieu, je suis devenue une actrice dans le fond. Ah, peut-être un petit événement aussi qui a été important pour moi, c'est qu'assez rapidement, j'ai été convoquée par Gérald Savoie, Ronald Casa, Michel Gratton, qui étaient intéressés par les données sur la santé. Et moi, j'ai commencé à mettre en œuvre un programme de recherche comme sociologue où, justement, la question de la situation minoritaire, que ça pourrait être un déterminant de la santé dans la perspective théorique de la santé des populations qui repose sur un ensemble de déterminants. Alors, j'ouvrais un peu ce champ avec cette hypothèse et puis j'avais l'impression que je pouvais apporter une grande contribution en essayant d'objectiver cette réalité-là. Est-ce qu'il y avait un impact à être en situation minoritaire sur la santé et tout ça? Alors, donc, on s'est dit, la mobilisation, quand on a demandé, j'ai dit, wow, la mobilisation collective, cette base, Montfort, ça a été un tournant, c'est certain, comme d'abord, la reconnaissance aussi de la quasi-constitutionnalité de la loi sur les services en français a donné un levier pour changer de discours aussi, pour revendiquer des droits. Alors, ce qui a été quand même frappant pour nous, là, j'ai demandé 25 ans de terrain à couvrir, alors j'ai vite fait appel à mes collègues qui connaissaient le champ, donc Anne et puis Marie-Ève, et puis on a épluché là, tous les rapports, les prises de position des réseaux de l'Ontario, de Montfort, les comités, le comité Savoie, toute cette production-là, l'AFO, le commissariat aux langues officielles. On a fait aussi une dizaine d'entretiens. Fait que donc, ça a été un moment, un bel exercice. En tout cas, je pense qu'on a beaucoup aimé faire finalement et qui a été très stimulant. Notre texte est structuré en 3 moments parce qu'on se rend compte que chaque réforme est un enjeu fondamental pour les services en français. Ah, donc, la première, ça a été évidemment la réforme Harris, mais ça a permis de créer ce réseautage et de jeter, je dirais, toutes les bases du programme de revendication, de l'effort qui a été mis au fil de ces années pour avoir des services en français de qualité égale et un accès aussi équitable. Alors ça, donc le discours a été profondément changé pour être beaucoup plus revendicatif en disant il y a des droits maintenant à des services en français. Fait que cette première réforme, donc le réseau a été créé, le réseau et puis des services de santé en français. Puis on lui a donné quand même comme mandat qui était de définir les besoins des francophones, d'assurer l'accès à des services, d'appuyer la désignation des institutions de la région, de mettre sur pied des programmes de formation RH. Alors, écoute, les pionniers, moi, on était, je pense, assez impressionnés de l'œuvre de ces pionniers, pionnières, pour mettre en place toute cette vision des services de santé en français et en fait de créer un sous-système de santé qui serait véritablement en français. Alors, on a aussi jeté les bases de la Société santé en français. On a créé des nouveaux réseaux en Ontario, le Nord, le Sud, et puis même à l'échelle pan-canadienne. Alors, c'était une proactivité incroyable de revenir dans cette période et de voir à quel point
ces acteurs étaient solides, étaient convaincus, étaient extrêmement actifs, proactifs. La période 2004 à 2017 est intéressante parce que c'est la réforme des airlists, donc des réseaux locaux. Et Gérald Savoie, je pense qu'avec son comité, il a vu peut-être une opportunité d'avoir justement un système de santé en français pour EHPAD en proposant que les réseaux de l'Ontario deviennent des airlists. Mais ce n'est pas ça qui s'est passé. Mais c'est intéressant ici, dans cette période-là, de voir le temps que ça a pris pour négocier avec le ministère, pour avoir, la réforme est en 2006, mais le temps que ça se mette en place, on crée finalement des entités de planification des services de santé en français en 2011. Et puis, c'est en 2017, je ne sais plus ce que je suis rendue, en 2017 que finalement le ministère sort un guide des exigences et obligations concernant les services de santé en français. Et on est déjà à l'aube d'une prochaine réforme en 2019 avec Santé Ontario. Alors, il y a des acquis, mais les francophones sont des acteurs légitimes, mais sont complètement soumis constamment à ces réformes et à ces jeux politiques. Alors, dans cette période-là, ce qui était quand même intéressant, c'est qu'on a inscrit l'offre active dans la loi sur les services en français, mais comme le commissaire l'avait mentionné, il n'y a pas c'est pas contraignant. Fait que donc, on a beau avoir des outils, s'il n'y a pas de contraintes, ça limite l'action. Et, alors la période 2018-2020, là, on s'est arrêté là parce que la publication, on a déposé notre manuscrit. C'est évidemment la fermeture, c'est Ford, c'est la fermeture du commissariat au service en français, c'est le financement retiré de l'Ontario français, et c'est une mobilisation quand même d'envergure aussi sous la gouverne de LAFO. Alors, ce que ça a voulu dire aussi pour les services en français, c'est que changement de structure, changement pour les services en français, au plan structurel aussi. Il y a des vides juridiques. Si Santé Ontario a été sous la loi sur les services en français, on ne le savait pas pour les équipes de Santé Ontario. Le rôle des entités y a été reconduit, mais peut-être pas avec autant d'assurance, de force qu'on le voudrait. Dans cette nouvelle structure, c'est peut-être un petit peu plus compliqué de trouver aussi quelle voie il pourrait prendre. Alors donc, je pense que c'est non terminé encore maintenant. Là, c'est encore un enjeu d'avoir une nouvelle façon de penser les services en français dans cette structure-là. J'aimerais quand même apporter deux grandes réalisations aussi du réseau. Dès le départ, on soulignait l'importance d'avoir des données. Écoutez, pour nous, les acteurs de la recherche, là, c'est fondamental. Le réseau a quand même, avec évidemment ses obligations de suivre la désignation, créé une base de données sur l'offre de services avec le ministère de la Santé. Fait que le ministère fait la cueillette de données, mais toute la structuration de la base de données, c'est le réseau qui le fait. Là, les gens connaissent ça maintenant sous le terme OSI. Et cette base-là est imparfaite, mais on peut la parfaire, il faut travailler ensemble, il faut soutenir une collaboration avec le ministère, justement, pour maintenir cette base-là, l'améliorer, parce que voilà un instrument important pour faire le suivi de l'offre de services. Une autre action qui est majeure, c'est l'inscription de l'identité linguistique sur la carte santé. Là, ça relierait les données des francophones à toutes les données sur la santé. Ça serait extraordinaire. Mais c'est une motion, ce n'est pas encore réglé. Ça a été réglé à l'île du Prince-Édouard, mais ça peut-être du côté de l'Ontario.
Alors, Oui, mais ils ont beaucoup plus de francophones à l'île du Prince-Édouard qu'en Ontario. ben oui, c'est ça. Voilà. Mais en tout cas, passionnant d'observer cette grande mobilisation. Super, ben merci beaucoup. Donc, je remercie les 4 panélistes qui m'ont accompagné, Serge, Marie-Claude, Michel et Louise. Je vais, avant d'inviter Estelle Etier, qui est ici et qui va dire un mot de la fin, je vais remercier quand même les presses de l'Université d'Ottawa, l'hôpital Montfort et l'Institut du savoir Montfort. Je vais me dépêcher parce que je pense que je commence à manquer de batterie. Le Bureau des affaires francophones de la Faculté de médecine et bien sûr le CRCCF, donc le Centre de recherche sur les francophonies canadiennes. Donc, Estelle, je te laisse le mot de la fin. Bien, bonjour, chers amis, chers collègues. Et je vous dirais, c'est vraiment avec beaucoup de gratitude et de joie que je prends parole aujourd'hui pour vraiment vivre ensemble et célébrer le livre du moment Montfort dans la francophonie canadienne. On a eu la chance d'entendre des 2 co-directeurs, professeur Bock, professeur Charbonneau, des auteurs de différents chapitres, vraiment sur tout le travail scientifique que vous nous laissez à travers cet ouvrage, mais c'est surtout un héritage que vous laissez à la communauté francophone. Pour moi, c'est un devoir de se rappeler, c'est une mémoire vraiment de ne pas oublier la cause Montfort et ceux qui l'ont défendue. Donc, ce que vous nous laissez, c'est très riche. Je tiens à remercier vraiment chaleureusement tous les gens qui ont pris parole aujourd'hui, tous les auteurs qui sont venus, les membres de la communauté qui sont présents ici, avec la collaboration de la presse de l'Université d'Ottawa qui a organisé l'événement, mais aussi à remercier le Centre de recherche sur la francophonie, les affaires universitaires, je vois des gens dans la salle, les affaires universitaires de la Faculté de médecine et Montfort qui a été présent. Je pense que votre présence, ça démontre l'engagement, mais ça témoigne aussi de la vitalité puis de la solidarité de la communauté francophone. Puis je pense que ça mérite une bonne main d'applaudissements à tout le monde. Mais avant de conclure, on a une belle nouvelle. On a une belle nouvelle à vous partager, la création d'un nouveau réseau de recherche collaborative et d'application de connaissances, Force Santé. Un projet ambitieux, puis là, je demanderais à nos 2 chercheurs principaux, chercheurs de l'ISM, de se lever pour qu'on vous reconnaisse pendant qu'on le présente. Sébastien, professeur Savard et professeur Bouchard. C'est un projet ambitieux, mais qui va amener des liens entre les chercheurs, les institutions et les communautés francophones pour favoriser vraiment le partage de nouvelles connaissances au niveau des ressources en matière de santé en services sociaux. Je suis convaincue que le réseau deviendra un pilier incontournable pour la recherche collaborative en contexte minoritaire, en apportant des retombées positives et durables pour la francophonie canadienne. Le lancement officiel du réseau se fera le 2 avril de midi à 1h15. Je vous encourage fortement à participer en grand groupe à cet événement-là. Pour conclure, on vous invite tous ensemble ici à rester pour réseauter, apprendre un peu plus peut-être des auteurs, de prendre le temps d'aller parler avec les auteurs, d'apprendre sur le livre, de vous procurer le livre pour avoir votre copie et de partager ensemble en communauté. Donc, merci encore pour votre présence, votre participation. Et ensemble, nous continuerons à faire vivre un héritage et d'enrichir notre francophonie canadienne. Merci.